Alors, c'est moi qui te remercie, chère Aude, pour cette invitation et de m'avoir associée donc à ce projet. Merci à tous les intervenants pour la richesse de leurs interventions. Alors, la mienne portera sur la filiation de l'enfant et plus spécifiquement la filiation de l'enfant né de GPA. Alors, avant toute chose, il convient d'aborder cette question de la filiation de l'enfant, à mon sens, en la mettant en perspective avec les transformations globales qui ont touché le droit de la famille en France, alors en Europe et de manière très générale dans le monde, mais plus spécifiquement en France. Il convient aussi, me semble-t-il, de préciser que c'est en touchant très tôt les bases traditionnelles du droit de la famille, à savoir la filiation puis ensuite le mariage, que l'effet domino a eu lieu, métamorphosant ainsi les structures familiales d'antan. Alors le fondement de la filiation aujourd'hui recherchée n'est que l'ultime étape d'un processus ayant commencé très tôt et qui a fait de la volonté individuelle la base des relations familiales. Alors je mentionnerai 2 étapes clés de ce processus, enfin 2, disons plutôt 3, avant de m'intéresser spécifiquement à la filiation de l'enfant né par GPA, que ce soit en France ou au Maroc. Alors tout d'abord, la première étape a été l'accès de l'enfant naturel à la famille de son auteur. Alors la volonté d'égalisation progressive de la filiation de l'enfant naturel avec celle de l'enfant légitime a constitué le point de départ des mutations actuelles. C'est donc par le truchement des réformes touchant à la filiation que la conception même du mariage et de la famille a été transformée. Alors, c'est sans doute là le paradoxe, l'humanité du législateur à l'égard de l'enfant naturel, qui l'a conduit à considérer que le lien existant entre celui-ci et ses auteurs est indépendant du lien qui peut exister entre ces derniers. Alors, ce postulat a entraîné dans son sillage l'égalité des couples dans l'exercice des prérogatives parentales. Alors, nous avons donc une égalisation du statut de tous les enfants dans un premier temps, puis, second temps de l'évolution, une égalité des couples quant à l'exercice des droits parentaux qui leur sont dévolus, que ceux-ci soient mariés ou non mariés. Il en est résulté que le mariage a été vidé de sa substance et qu'il ne fondait désormais plus rien. Alors, la deuxième étape du processus a été la privatisation du lien de famille. Alors, cette privatisation a permis la consécration juridique de nouvelles conjugalités. Alors, nouvelles conjugalités dans lesquelles d'autres formes de vie à deux ont bien entendu été reconnues et où la notion de couple remplace le lien institutionnel qui reliait autrefois horizontalement ce dernier aux enfants. La famille n'est donc plus fondée sur un couple marié et les enfants qui en résulteront, mais c'est désormais une affaire de conscience sur laquelle la société n'a plus de droit de regard. Le mariage et la famille sont désormais des réalités complètement autonomes qu'il convient de reléguer à la conscience individuelle. Chacun a donc la liberté de choisir sa famille, en d'autres termes, choisir son mode de conjugalité et, in fine, choisir ses enfants. Le problème, c'est que l'ouverture de droits individuels au profit de tout un chacun à partir d'une situation de fait, si elle peut séduire, il n'en demeure pas moins que cette question de la filiation ne peut être réduite à la reconnaissance de droits individuels, dans la mesure où la filiation est le support à la fois d'une fonction, à travers les prérogatives qui seront reconnues aux parents, mais elle est également porteuse d'un sens. Et c'est justement ce sens qui fait prendre à tout individu une place qu'il inscrit dans une généalogie. Généalogie, laquelle indique son origine et le récit de son histoire. Alors en principe, ce sont les 2 étapes clés de ce processus, mais j'en rajoute un autre qui rejoint en réalité le deuxième processus relatif à la privatisation de la conjugalité. Et il s'agit en réalité de l'arrivée en 2013 du mariage entre couples de même sexe. Cette circonstance, en réalité, ne fait que précipiter la question relative à la filiation et elle a surtout constitué le point de départ des revendications actuelles quant au désir d'enfant. Je m'explique. Alors avant l'admission du mariage entre couples de même sexe, même si le lien familial était désormais détaché du lien de mariage, les problématiques posées portaient dans leur majorité sur la possibilité de protéger les liens de proximité que l'enfant pouvait entretenir avec son beau-parent, par la création ou non d'un lien de parenté.
Alors, il y avait tout de même ce baromètre, qu'est l'intérêt de l'enfant, et qui permettait d'apprécier l'opportunité ou non d'ouvrir l'enfant sur de nouveaux liens familiaux qui pourraient contribuer à son épanouissement. La situation est aujourd'hui autre. Comment justifier qu'un enfant puisse avoir un intérêt quelconque à avoir été commandité par un couple, porté par une autre femme, voire d'un géniteur anonyme, si ce n'est le désir d'enfant? Et ce désir d'enfant conduit à mettre la volonté au cœur du droit de la filiation. Et il aboutit, à mon sens, à une manipulation de l'enfant à toutes les étapes de sa conception, du stade fœtal à la naissance et bien au-delà. On assiste donc à l'émergence d'une parenté intentionnelle totalement détachée des notions de filiation et de ce que commande l'intérêt de l'enfant. En réalité, c'est une sorte d'égoïsme des parents malgré eux qui aboutit à la chosification de l'enfant comme objet de désir dont on célèbre pourtant la primauté des droits. Si le législateur a veillé des années durant à garantir une construction juridique fidèle au modèle de procréation biologique, l'entrée en vigueur du mariage homosexuel a brutalement rompu avec ce modèle en consacrant la possibilité d'une filiation détachée de manière apparente de la réalité de la procréation. Après la dissociation de la sexualité et de la procréation, on assiste donc aujourd'hui à la dissociation entre procréation et filiation. Alors le Maroc, fort heureusement, dirais-je, ne connaît pas la même trajectoire que celle suivie par le droit français en matière familiale. Le mariage y est toujours l'institution fondatrice de la parenté et donc de la famille, et la conception islamique sur laquelle repose le système juridique entier permet au législateur d'avoir une appréhension de la famille exclusive d'une approche en termes de liberté individuelle. Il s'ensuit logiquement qu'à l'occasion de la loi 47-14 relative à l'assistance médicale à la procréation, promulguée très récemment, donc le 11 mars 2019, le législateur a pris soin pour la première fois d'interdire expressément la gestation pour autrui. L'article 5 est ainsi libellé. Les fonctions reproductives de la personne humaine ne peuvent être exploitées pour le compte d'autrui, ni à des fins commerciales. À cet effet, sont interdits le don ou la vente de gamètes, d'embryons et de tissus germinaux, ainsi que la gestation pour autrui. En réalité, ici, le législateur ne fait qu'entériner du point de vue du droit positif la conception islamique du corps et de la vie humaine. Cette conception du corps a permis l'émergence d'une réflexion éthique islamique, laquelle considère le corps comme un don que l'homme a l'obligation d'entretenir. En réalité, l'homme n'en est qu'un simple gestionnaire. Et cette obligation d'entretien qu'a l'homme vis-à-vis de son corps correspond à l'exigence de préservation de l'intégrité de son corps par l'individu, et donc elle interdit tout acte qui désacraliserait ce don. En gros, c'est la consécration d'une inviolabilité absolue et de l'indisponibilité du corps humain fondée sur l'inaliénabilité de la personne. Cette conception islamique du corps doit également être mise en parallèle avec l'interdit du don de gamètes. Le sperme est conçu en islam comme le principe vital de descendance, qui permet de considérer l'enfant comme le produit du sperme de son père. Et donc ça permet son rattachement au groupe de filiation patrilinéaire. Et cette approche contraste fortement avec la conception occidentale de la filiation qui aborde la question sous l'angle des liens du sang. Alors sur la question bien spécifique de la GPA, le complexe des recherches islamiques a expressément interdit cette pratique dès 2001, donc qui se trouve en Arabie Saoudite, et les juristes contemporains considèrent qu'il n'est pas possible d'identifier la vraie mère en présence de deux femmes, l'une ayant porté l'enfant et l'autre ayant fourni son ovocyte. Je vous remercie de votre attention.